Les podcasts de janvier, saison 2, épisode 7, c'est parti! Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Infos à la com, les podcasts de janvier. Alors, nous sommes presque début mai. Vous allez voir, c'est important par rapport au sujet dont on va discuter pendant ce podcast. Je suis toujours Benoît Duranel, le gérant de l'agence Janvier, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Héloïse Thomas-Patotsky, avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, données et nouvelles technologies. Là aussi, c'est important. Héloïse va nous en parler dans quelques minutes. Alors, Héloïse travaille au sein du cabinet Norton Rose Fulbright, qui est un cabinet anglo-américain. Norton Rose. Rose, j'ai dit quoi ? Rose. Rose. Cabinet anglo-américain bien connu. Elle est inscrite au barreau de Paris et au barreau du Luxembourg. Mais aujourd'hui, elle est spécialement chez nous pour nous parler de la loi qui a été déposée, qui a été acceptée en première lecture à l'Assemblée le 30 mars dernier, la loi valant qui vise à encadrer en tout cas le métier d'influenceur. Alors elle a un nom un peu particulier cette loi, on va y revenir aussi, c'est assez rigolo tout ce qui se passe en ce moment. Toute l'actualité autour du métier d'influenceur est partie un petit peu du clash qu'il y a eu entre Booba et Magali Berda les derniers mois et qui a mis en lumière effectivement le fait que, faute d'encadrement, tout était un petit peu permis et le gouvernement souhaitait quand même insuffler la fin de la récréation et de nous prévoir quelque chose pour cette année. Donc c'est de ça qu'on va discuter. Ouais. Salut Héloïse et bienvenue dans les podcasts de janvier. Benoît. On se tutoie ou on se tutoie pas là ? On se tutoie. On fait pas semblant ? Non, on se connaît, on n'a pas besoin de tricher. Donc peut-être avant de revenir sur cette loi qui va bientôt passer au Sénat, début mai justement, peut-être parlons de ta spécialité, donc spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, données et nouvelles technologies. Tu me disais que c'était important. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est un tout en fait, c'est assez indissociable, ce sont des assets incorporels des entreprises de manière générale. La propriété intellectuelle, c'est assez classique parce que ça fait des années qu'on parle de propriété intellectuelle. Ça fait maintenant un peu moins longtemps qu'on parle de protection des données, mais on voit que c'est aussi lié, et puis souvent les avocats en propriété intellectuelle sont aussi des avocats en protection des données, parce que là aussi, ça touche à l'incorporel. Et puis les nouvelles technologies, parce qu'en fait, désormais, ces deux sont nécessairement liés entièrement aux nouvelles technologies. On a encore de la propriété intellectuelle, évidemment, sur des industries qui sont plus... des industries plus classiques, la mode... certains produits ou autres services, mais c'est vrai que maintenant les technologies irriguent tellement nos sociétés que tout est lié. Et la protection des données, c'est le vrai... c'est un énorme sujet depuis 2018 et 25 mai 2018 est l'entrée en vigueur du RGPD. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Est-ce que le droit à la propriété intellectuelle, aujourd'hui, c'est assez facilement remonté à la RGPD? Donc c'est principalement ton domaine d'intervention ou c'est beaucoup plus large? Disons que tous, un petit peu par amour, on va étudier, en tout cas, c'est mon cas, moi, la propriété intellectuelle, et parce qu'on aime l'art, on aime la culture, en tout cas, moi j'y suis arrivée comme ça et je me disais, voilà, si je peux lier le droit à des choses qui me font vibrer, faisons-le ainsi. Simplement, c'est pas nécessairement un métier où il y a énormément de culture. Non, je veux dire, cette spécialité-là, hélas, il n'y a pas forcément masse de clientèle prête à payer énormément d'avocats pour l'encadrement. En tout cas, c'est souvent réduit à mouchoir de poche les entreprises qui ont les facultés de payer pour ce type de spécialité. Malgré également ce qu'on annonçait à une époque, ou en tout cas, parce que la loi sur la RGPD, en fait, elle intègre aussi pas mal de risques pour les entreprises qui ne sont pas conformes. Mais du coup, la propriété intellectuelle, c'est bien différent du RGPD, parce que le RGPD, c'est de la protection des données personnelles et pas des données qui ont trait à l'entreprise et à l'activité de l'entreprise. Pour ça, on a justement la propriété intellectuelle, le savoir-faire, le secret d'entreprise, le secret d'affaires, en fait, qui vont s'appliquer et gérer ces côtés-là. Et tout le volet données personnelles que toutes les entreprises vont traiter parce qu'elles les collectent, elles les génèrent, elles vont les chercher pour des tiers, soit parce qu'elles en ont besoin en interne pour des raisons, par exemple, de ressources humaines. Ça, c'est devenu tellement important parce qu'on a vu des dérives avec des entreprises qui pouvaient absolument conserver tout sur
leurs salariés, bon, ok, mais surtout tout sur leurs clients et spécifiquement les GAFAM qui étaient... Enfin, il y avait un no man's land complet au niveau... Il y avait auparavant une réglementation qui s'appliquait, mais elle était si peu finalement dissuasive que tout le monde faisait un peu n'importe quoi. Donc le RGPD est venu remettre la chapelle au milieu du village et est venu vraiment encadrer tout ça. Et c'est vrai que moi, ensuite, ça a énormément... au niveau de mon activité, ça a quand même pris le dessus à partir de 2018. Alors, on va peut-être plus spécifiquement parler de nouvelles technologies aujourd'hui et du métier d'influenceur en particulier, même si on l'a compris, hein, la propriété intellectuelle, c'est très large. Je pense qu'on aura l'occasion aussi d'y revenir. Et donc, pour arriver au sujet du jour, la loi visant à l'encadrement donc, du métier d'influenceur. Ouais. Alors, je crois que tu m'as donné tout à l'heure, hors antenne, le nom spécifique de cette loi, et c'est assez la marrant. Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si c'est courant d'avoir le mot arnaque dans une proposition de loi comme ça, ou c'est... Ça amène la couleur, quoi. Ouais. Ça montre tout à fait la couleur. Hein. Et donc, cette loi, elle a été déposée ou acceptée en première lecture à l'Assemblée le 30 mars, donc c'est tout récent. Hein. Sachant qu'on enregistre ce podcast, on est fin avril. Et elle va passer, donc voilà, on sait comment ça se passe au niveau législatif, Assemblée, Sénat. C'est ça, il y a un cours d'examen, c'est en cours d'examen au Sénat et on a des discussions en séance publique qui sont prévues les 9 et 10 mai. D'accord. Et d'où tout est parti? Alors on parlait tout à l'heure, Booba, Berda, c'est pas exactement ça non plus. Il y avait un vide juridique qui était quand même assez important par rapport à ce nouveau métier. Hein. Pas tellement un vide, mais peut-être un vice ou une absence de quelque chose qui faisait qu'on se disait que sur les réseaux sociaux, on pouvait agir en toute impunité. La publicité a toujours été encadrée. Donc le marketing via la publicité physique ou traditionnelle a toujours existé. En revanche, sur les réseaux sociaux, là aussi, hein, mais c'est pareil. Je veux dire, pour les GAFAM, le traitement de données de manière générale, avant ça existait, mais une fois que tout ça a émergé de façon si intense, il a bien fallu le réglementer. Et finalement, sur les réseaux sociaux, tous ceux qui avaient recours à la promotion et au marketing, ce nouveau canal, et puis je crois que vous le savez, c'est un canal qui est quand même... c'est une façon de promouvoir et de faire de la publicité moins chère que la façon traditionnelle. Donc forcément, ça a été décuplé et il y a eu une émergence folle des contenus en tout genre. Et, ce que tu veux dire peut-être, on parlait justement de la publicité, en fait, qui ne s'appliquait pas, ou elle s'appliquait d'une certaine manière, mais sans être complètement adaptée? Disons que c'était pas, en fait, les textes, ils prévoyaient pas l'application sur les réseaux sociaux. Les textes, tout simplement, les statuts de ces gens-là qui font cette publicité, quels sont-ils? Ce sont des mannequins? Ce sont quoi? Ce sont des salariés? Ce sont des freelances? Ce sont des prestataires de services? C'est quoi? On ne sait pas. En tout cas, on ne savait pas jusque-là. Et la loi vient justement donner un cadre à tout ça et expliquer quels sont les statuts applicables. Et là, en fait, tout le monde y allait à tâtons. Les agences qui travaillaient bien et les marques qui travaillaient bien ne pouvaient pas ignorer le fait que ce qui s'appliquait à la pub, les lois qui régissaient la publicité de manière générale, la communication de manière générale, allaient finalement s'appliquer également à ce type de contenu. Pour autant, il y a des dérives qui ont été constatées et parce qu'il y avait ce petit vide juridique qui laissait croire que peut-être on n'avait pas un encadrement spécifique. Ce que tu veux dire, c'est qu'un annonceur ou une agence qui avait envie de cadrer les choses pouvait déjà le faire via le cadre d'un contrat classique. La plupart des sérieux le faisaient déjà. Hein. On a des clients qui nous disent mais ça, c'est pas c'était évident pour nous. C'est peut-être en fait au niveau du deuxième volet, donc plutôt de la partie de l'influenceur avec son audience, qui posait problème, si on peut dire. Ou un peu plus, en tout cas. Je pense que c'est un peu un tout. Tout le monde a essayé ces nouvelles pratiques qui existent depuis plusieurs années, mais qui se sont forcément accrues et accélérées pendant les confinements successifs, parce que tout le monde était arrivé à son smartphone, parce qu'on n'avait rien d'autre. On montrait d'une certaine façon que certains voulaient... comment on dit contourner, et certains se disaient qu'il était possible de faire différemment, quoi. Et de ne pas avoir à dire d'une certaine manière que c'était une publicité ou qu'ils étaient rémunérés pour passer un contenu. Oui, c'est ça, et puis se dire pas vu, pas pris. Sauf que, dans les faits, en fait, on se rend compte, par ailleurs, et là, je parle plus santé mentale, parce que c'est des contenus qui s'adressent essentiellement à la jeunesse, quand même, encore. On se rend compte que, c'est allé quand même un petit peu trop loin, et que les gens n'étaient même pas conscients de ce qu'ils regardaient. C'est sponsorisé, c'est faux, c'est tiré par les cheveux, mais les gens ne le voyaient pas. Alors, c'est un texte qui est
transpartisan, donc on sent qu'il y a quand même une certaine amplitude dans enfin, par rapport à tous les députés en fait, qui souhaitent se mettre derrière ou en tout cas encadrer ce métier. Ça a l'air d'être relativement clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des points dans cette proposition de loi qui sont déjà relativement clairs? Ah oui. Dont tu pourrais c'est nous déjà, parler? c'est déjà très clair. Bon, déjà, ce que je te disais, c'est qu'on a des statuts qui sont bien qualifiés. Déjà, on a la définition du statut d'influenceur. Donc, grosso modo, ça peut être une personne physique ou une personne morale, ok. Mais pour tomber dans ce statut-là, la personne doit mobiliser sa notoriété. Donc, on estime qu'il doit déjà y avoir une petite notoriété ou quelque chose derrière. Qui n'est pas chiffré, par contre. C'est un influenceur commercial. On ne sait pas exactement ce que... tu veux dire le champ, combien de followers il doit avoir? Non, ça non. Pour communiquer, donc il mobilise sa notoriété, pour communiquer au public par voie électronique, donc clairement sur les réseaux sociaux, des contenus qui visent à faire la promotion directe ou indirecte de biens, de services ou d'une cause. Donc ça peut être une cause caritative, voilà, par exemple. En contrepartie, évidemment, d'un bénéfice économique ou d'un avantage en nature, dont la valeur, en fait, on a des seuils qui viennent s'appliquer. Donc c'est plutôt les seuils en valeur qui s'appliquent pour définir le statut en tant que tel. Et des seuils seront fixés par décret. Et ça, dès le début d'emblée, c'est l'article 1er de la proposition de loi, donc clairement... qui présente donc un influenceur commercial, il est concrétisé comme tel en fonction du montant de... oui, c'est ça, avec les seuils qui vont être fixés, mais c'est surtout ces critères, quoi. Mobiliser sa notoriété, communiquer au public par voie électronique des contenus, avec une rétribution, une contrepartie économique. Et par ailleurs, et c'est intéressant de le noter aussi, la proposition de loi nous dit que les influenceurs qui résident en dehors de lieu vont être obligés de souscrire à des assurances civiles dans le lieu, mais en fait, ça a tout un intérêt pour les arnaques, justement. C'est-à-dire, les gars, vous faites ça depuis Dubaï, c'est bien gentil, mais tous les influenceurs français qui sont basés à Dubaï, en attendant, leur service ne target que un marché français parce qu'ils font les promotions en français de produits qui sont étiquetés souvent aussi en français, vers un public français avec des codes français. Bon, bref. Donc, oui, là aussi, il y a eu pas mal de dérives, notamment sur la vente de produits financiers, qui déjà est assez encadrée. Bon, la vente de produits financiers, on n'en parle même pas. Quand on nous dit le bitcoin est sans risque, allez-y, achetez-les. Bon, ok, super. Sachant que les banques, les fonds d'investissement, je suis assez placée pour le dire parce que j'ai exercé à Luxembourg plusieurs années, mais sachant qu'eux sont quand même soumis à des obligations extrêmement restrictives qui leur obligent à dire que voilà, les investissements sont faits au risque et péril des personnes qui viennent investir, qu'en aucun cas que c'est jamais du zéro risque et que voilà, et on a des influenceurs qui disent mais allez-y, ça fait que monter. Et est-ce que cette proposition de loi encadre ces différents types en fait de promotion? Là, on parlait des produits financiers. Bah justement, en fait, cette proposition-là, elle vient carrément donc dire, donner des interdictions ou encadrer spécifiquement certains produits et services. Mais là aussi, c'est du bon sens. Ce qui n'existait pas ce qui n'est pas possible dans le monde réel n'est pas possible sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, le tabac et les boissons alcoolisées. Alors, je ne sais pas si on dit alcoolisé ou alcoolique. Alcoolisé, hein. Ouais, ça m'a l'air. Interdiction... Alcoolique, ça fait plus stressé. Ouais, genre j'ai trop bu. Non, interdiction de la promotion donc, du tabac et e-cigarettes. Parce que, évidemment, on a des lois très spécifiques. Donc, au niveau de l'UE, il y a des directives, par exemple, qui viennent encadrer... la loi E20 en France. Voilà, et qui ensuite sont transposées au local. Mais par exemple, les cigarettes et le tabac, de manière générale, les lois sont extrêmement restrictives. Mais c'est très, très précis. C'est-à-dire, la promotion, c'est pas possible. Et quand il y a des choses qui sont permises, c'est vraiment dans les points de vente, les choses comme ça. Et là, on avait quand même... Et puis surtout, on peut pas dire, par exemple... fumer cette cigarette électronique, il y a moins de risque pour la santé que la cigarette machin. Or, sur les réseaux sociaux, ils me disaient, mais vas-y, achète cette vapoteuse, elle est top, tu verras, tu seras moins, je sais pas, il y a moins de dépôts, je sais pas, je fume pas. Mais je veux dire... sur les réseaux, après, c'est vrai que c'est un peu différent dans le sens où c'est pas vraiment une publicité qui a été créée pour une occasion particulière, mais c'est plutôt une publicité que va créer lui-même l'influenceur en parlant en plaçant un produit, quoi. C'est ça, et être capable de faire croire que ça va être finalement un peu mieux pour ta vie sociale ou ta vie en général d'aller vapoter tel ou tel truc. Donc ça, c'est pas possible. Il y a évidemment aussi des restrictions sur la promotion des produits, des boissons alcoolisées, mais dans le respect de la loi E20, là encore,
c'était pas prévu, c'était pas possible dans le monde physique réel, c'est pas possible sur les réseaux sociaux. La question de la santé publique aussi est très très présente. On l'a vu, problème de santé mentale des jeunes, utilisation massive de filtres par les influenceurs qui déforment leur visage. Bon, déjà déforment leur visage en vrai, mais en plus en mettant des filtres en plus. Et qui faisait la promotion un peu sans vergogne quoi, de la chirurgie esthétique et des bienfaits de tel ou tel acte de médecine esthétique. Et ça, le texte dit, voilà, interdiction de promouvoir les actes chirurgicaux et toute proposition directe ou indirecte qui porterait atteinte à la protection de la santé publique. Donc c'est vraiment large, quoi. Oui, en fait, on revient sur les réseaux sociaux à ce qui existe d'une certaine manière déjà ailleurs. C'est un peu l'évidence. Mais sauf que, tant que c'est pas dit, c'est pas suivi, quoi. Et par ailleurs aussi sur tout ce qui est nutritionnel, parce que y a des influenceurs qui vendent pas mal qui vendent ou vantent des produits alimentaires amincissants ou que sais-je. Et là, la loi dit obligation de respecter la réglementation concernant les allégations nutritionnelles et la santé des denrées alimentaires. Donc si vous allez promouvoir des produits alimentaires, techniquement, ça va être peut-être compliqué les bandeaux en dessous des posts. Ça va peut-être être... Mais ça aussi. Et l'interdiction pour les influenceurs de moins de 16 ans, alors ça c'est particulier, de promouvoir des boissons sucrées avec l'ajout de sel, des édulcorants de synthèse, des produits alimentaires manufacturés. Bref, les influenceurs de moins de 16 ans sont aussi très très protégés. D'une certaine manière, est-ce qu'on va avoir... Tu parlais tout à l'heure des bandeaux ou autres défilants qui existent déjà pour la publicité classique. Quand on fait une publicité, nous, agence, on doit la faire valider. On nous demande de temps en temps de rajouter des mentions. Est-ce qu'il va se passer un petit peu la même chose pour les influenceurs ? C'est-à-dire qu'ils devront soumettre leur post ou leur réel ou à une autorité qui validerait le contenu ou pas du tout ? Alors ça, moi, j'en ai pas connaissance à ce stade. Ce que je peux dire en revanche, c'est que dans les faits, il va falloir faire preuve de transparence et de clarté. Alors, j'en discutais récemment avec quelqu'un qui a une grande agence de com qui est spécialisée dans l'influence et qui disait, mais en fait, quand le post est bien rédigé, on le sait qu'il est sponsorisé, on le sait qu'il est fait avec telle ou telle marque, on le sait Nous, professionnels. Oui. Mais est-ce que l'audience, en fait, a la qualité de jugement ou c'est toute la nuance. De ce que nous dit la loi, l'audience, il faudrait quand même la tenir pas mal par la main. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais dans quelle mesure... Enfin, la fluidité de ces postes elle va être complètement perdue. Si on met le Nutri-Score A, B, C, D, E, je sais pas, enfin, forcément, c'est plus fluide, ne serait-ce que l'ergonomie, le visuel, il perd tout son intérêt. Ouais. Alors là, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'influenceurs importants qui potentiellement pourraient être sollicités par des marques, de négocier en tout cas des échanges ou un montant important en échange de la diffusion d'un nombre X de posts, par exemple. Mais quid des micro-influenceurs ou des petits influenceurs locaux, montpelliérains ou d'ailleurs ? Est-ce qu'ils seront également soumis à cette loi ? Là, ça dépend au seuil là, qui sera fixé par décret, dont je te parlais. Mais clairement, il faut le voir comme quelque chose d'applicable pour tous. Je crois que ce sont des bonnes pratiques qu'il va falloir maintenant adopter, quoi. Et par curiosité, le seuil, on a déjà une idée de... Pas. On l'a pas, d'accord. Et il faut avoir aussi à l'esprit que la proposition de loi, maintenant, elle vient obliger l'encadrement contractuel. Et donc dedans, ça va impliquer aussi qu'il y ait un certain nombre... Enfin, il y a pas mal de mentions obligatoires qui sont imposées directement. Par exemple, le fait qu'il faille... l'identité des parties, mais ça, à la rigueur, on le savait. Les coordonnées et le pays de résidence fiscale. Résidence fiscale parce que tous ces problèmes d'influenceurs qui sont en dehors. La nature des missions qui sont confiées, donc il faudra quand même que ce soit clarifié dans le contrat. Les contreparties qui vont être perçues par l'influenceur. Les droits et obligations qui incombent aux parties, notamment en termes de propriété intellectuelle aussi. Parce que si tu es contrefaisant, si tu proposes des objets qui sont des contrefaçons, comment tu engages ta responsabilité, à quel niveau ? Pour rebondir sur ce point qui juridiquement me parle un petit peu moins, quand tu parles d'obligation contractuelle, est-ce que ça veut dire qu'un influenceur, à partir du moment où une marque lui propose de parler en tout cas de ses produits, il ne peut pas y avoir de partenariat hors contrat ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un écrit... Il va falloir encadrer. Et notamment la relation... que ce soit pécunier ou non, en fait. Ouais. C'est plutôt la relation influenceur-agent, là, dont je te parle, et sous peine de nullité. C'est-à-dire qu'on nous dit, maintenant,
l'influenceur et l'agent doivent être ensemble avec un contrat. Et si le contrat n'a pas ces mentions légales-là, il doit être écrit. Et ça peut être nul, en fait. Ouais. Non, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'annonceur et l'influenceur sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l'exécution du contrat d'influence commerciale, si jamais on a, en fait, ces pratiques d'arnaque. Oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher que les influenceurs, Non. mais on va aussi chercher ceux qui ont... Parce qu'il y a quelqu'un qui le met sous le nez de l'influenceur, quand même. Ouais. Ok. Mm-hmm. Par rapport à cette loi, donc on parlait timing tout à l'heure. Fin mars, début d'année, on siffle la récréation. C'est allé quand même relativement vite. En col roulé. Hein. Oui, en col roulé, évidemment. Et que fin mars, ça soit déjà déposé. Début mai, on va en discuter au Sénat. Est-ce que ça va repartir Non, on pense que ça va être rapide. Ouais. On pense que ça va être rapide parce que en fait tous les partis pris sont, tous les partis sont ok. Sont ok, tout le monde est aligné. C'est un vrai débat. Alors en plus, il se trouve que vu l'âge du législateur en France, je trouve que ces pratiques-là sont complètement ahurissantes, donc nécessairement il faut les encadrer. Et puis non, il y a une volonté en fait de... Tu veux dire que ce sont des boomers qui vont encadrer des... Maybe. Mais tu as aussi ce rapport-là, hein, c'est de dire pendant des années, ils n'ont pas vraiment compris quelle était cette activité-là. Il y a eu plein d'actualités qui ont fait qu'en effet, des arnaques ont surgi, des problèmes de santé mentale, les confinements successifs, l'accès au digital, Et ils se sont intéressés au truc en se disant mais c'est pas possible que ce soit un no man's land au niveau de la réglementation. Ouais. Et donc, vraisemblablement, ça va aller vite parce que en fait, le texte n'appelle pas tant de critiques que ça. Donc discussion au Sénat et potentiellement, j'imagine, peut-être dès le mois de mai ou dès le mois de juin, donc en tout cas avant l'été. Après, le processus prend toujours un peu de temps, mais oui, on aura une loi avant la fin de l'année, je crois que c'est pas... Parce que je dis ça, en fait, c'est simplement une réflexion. Pour vous, hein. Pour nous, il va falloir qu'on s'adapte, évidemment, mais ouais. bon, ça, je pense que ça sera le cas de toutes les agences, mais je pensais aux retraites où finalement la loi est allée très vite. Est-ce que ça va être le cas pour... Mais c'est pas une loi qui suscite autant déjà d'intérêt et puis autant de débats, quoi. Et pour autant, si tout le monde est d'accord, finalement, ça pourrait aller très vite, ou encore plus vite. Oui, ouais, mais ça va déjà suffisamment vite, quoi. On a l'impression que... le droit, c'est pas le tempo du droit n'est pas le tempo du monde réel. Hein. Donc, si on se dit de façon relativement sobre, d'ici le dernier trimestre, il faudra, en tout cas... Ah oui, clairement. Il faudra avoir... En fait, je pense que c'est surtout une méthode à prendre en charge pour tous, quoi. Est-ce qu'on sait quelles pourraient être aussi également les peines ou les menaces d'amende ou autres qui pourraient être... Là, tu me poses une colle, évidemment. Alors, je l'ai dans le texte, mais je ne l'ai pas dans la tête. Bon. En tout cas, on va essayer de mettre un maximum d'informations en bio de ce podcast. Donc, vous l'avez compris, beaucoup de choses vers un encadrement que tout le monde attend, hein, même nous, agences ou même annonceurs, hein, avec tout ce qui se passe. Effectivement, je pense que chacun est attentif à sa propre manière de diffuser ses produits ou ses informations. Donc, on va attendre ce mois de mai et ce qui se passe au Sénat. Et on aura l'occasion, j'imagine, d'ici la fin de l'année, peut-être de se revoir, Héloïse, et de refaire un petit bilan de cette sortie. Peut-être que ça sera l'occasion aussi d'aborder encore d'autres points, toujours la RGPD, etc. On a aussi un autre sujet en ce moment qui est dans les bacs, que tu connais peut-être ou pas, c'est le changement de Google Analytics Universal, qu'on a pratiquement supprimé chez tous les sites qu'on héberge. La CNIL est sur... court après Google Analytics, hein. C'est très compliqué. Ouais. Et donc on a GA4 qui à partir du mois de juin devient obligatoire pour pouvoir en tout cas tracer en France tout du moins. Ouais, alors attention là aussi, se référer toujours aux guidelines, aux lignes directrices de la CNIL qui viennent encadrer tout ça. Ça devient un casse-tête. Hein. Pour les entreprises qui sont super sophistiquées, que moi je peux accompagner dans le contexte de mes activités avec Norton Rose, déjà c'est compliqué. Mais alors pour la PME, je veux dire, là, c'est un casse-tête pas possible, quoi. C'est toujours le cas, effectivement. Enfin, pour les annonceurs comme pour les agences.
les métiers de la communication et du marketing, on est quand même pas mal sollicités. Enfin, en tout cas, on est dans ces problèmes en permanence de qui on peut toucher, comment. Est-ce que vous avez compris pourquoi Google Analytics c'était problématique ? Je crois que c'était une question de serveurs, des serveurs qui étaient aux États-Unis et qui renvoyaient des données donc hors UE. En fait, en matière de protection des données, on ne peut pas envoyer des données en dehors de l'UE si le pays ne jouit pas de ce qu'on appelle un niveau de protection adéquat et qui est déclaré par la Commission européenne. Or, les États-Unis, ça a toujours été le truc super touchy. À un moment donné, on avait un accord entre les États-Unis et les accords ont sauté. Bref, il y a eu plusieurs décisions de la CJUE en ce sens. Et sauf que Google Analytics, en effet, permettait ces transferts-là de façon plus ou moins indirecte, mais quand même, il y avait un transfert et donc on n'avait pas l'effectivité. Et il y a eu un groupe activiste qui s'appelle None of Your Business. En short, c'est pas ton problème. Noib. None of Your Business, c'est pas ton problème, c'est pas tes affaires. Qui a déposé 101 plaintes pan-européennes auprès des autorités de contrôle concernant Google Analytics et Facebook. Et voilà. Et donc la CNIL a pris cette position. Ce qui est plutôt une bonne chose au final. Je veux dire, pour nous, on y trouve des avantages aussi très concrets en dehors de tout ça, de pouvoir un peu mieux aussi tracer, mais sans que ça soit, tout en gardant une anonymisation en fait complète, pour savoir qui vient sur un site, d'où il vient, sans que ça soit complètement bloqué comme ça a pu l'être aussi. Avec, pseudonymisation là. En tout cas. Assumé, c'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas moyen, on peut voir. Si tu as l'adresse IP, c'est une donnée personnelle. Je sais, ça je saurais pas te dire. Il faudrait qu'on refasse ce point-là avec un référenceur. Mais oui, voilà. Et tous ces sujets sont vraiment complexes désormais. Enfin, on le voit. Voilà. Comment je suis mon audience sur mon site ? Comment je fais en sorte que le site soit plus friendly pour les users et comment je fais en sorte de cibler mon audience. Non, c'est assez. C'est assez intéressant. Mais la CNIL, du coup, vous offre aussi des listes d'alternatives. Et puis, elle est très précise sur ce qu'elle requiert. Merci Héloïse pour toutes ces précisions. C'était super intéressant. Vraiment, il faudra qu'on y revienne quand on en saura un petit peu plus, donc d'ici la fin de l'année. D'ici là, si vous avez des problématiques liées à la propriété intellectuelle en général, mais aux données, aux nouvelles technologies en particulier, vous pouvez contacter Héloïse Patotsky-Thomas directement depuis les liens en bio de ce podcast ou en passant évidemment par l'agence. Je vais rappeler le nom de son cabinet parce que je vais bien le dire au moins une fois. Donc c'est Norton Rose Fulbright. Wow. Yeah. Merci beaucoup Héloïse, merci à tous qui nous écoutez. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le 8e ou 9e podcast de l'année. À bientôt. Au revoir.